Alors, bonjour à tous, bonjour aux gens qui sont ici avec nous au pavillon Roger Gaudry, bonjour aux gens à distance. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde qui sera animée par le journaliste scientifique, M. Yannick Villedieu. Nous accueillerons tout d'abord l'historien, M. Denis Goulet, pour un survol des grands jalons de l'évolution de la médecine et de la santé au Québec. M. Goulet est bien connu pour plusieurs ouvrages sur l'histoire de la médecine dans la province de Québec et en particulier, notamment l'histoire de la médecine, de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Nous enchaînerons ensuite avec des sujets bien d'actualité autour de l'enseignement, de l'intelligence artificielle, des pandémies, avec nos panélistes, Mme Annie Rochette de l'École de réadaptation, Mme Julie Hussin du département de médecine et M. Yves Brun du département de microbiologie, infectiologie et immunologie. Comme vous le verrez, la faculté de médecine de l'Université de Montréal cultive une longue tradition d'enseignement, de recherche et d'innovation selon les plus hauts standards de qualité. Sa riche histoire commence en 1843 avec la création de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal. Et c'est en 1878 que l'Université Laval se pose ni plus ni moins en rival avec l'ouverture d'une succursale à Montréal appelée la Faculté de médecine de l'Université Laval à Montréal. Il y aura donc une cohabitation pendant plusieurs années de ces deux institutions qui vont fusionner finalement de façon définitive en 1920. Et cette nouvelle faculté de médecine fera partie des 3 facultés fondatrices qui ont donné naissance à l'Université de Montréal. Et pour la petite histoire, avec les facultés de droit et de théologie. Et les résultats sont exceptionnels. L'Université de Montréal figure aujourd'hui parmi les 3 premières universités au Canada en termes de recherche scientifique et parmi les 100 meilleures universités au monde. La Faculté de médecine de l'Université de Montréal contribue également à la mission de recherche et d'innovation dans les soins tertiaires et quaternaires de son réseau hospitalier, tout en formant des professionnels de la santé socialement responsables. Et si la Faculté de médecine parvient à maintenir son rang de joueuse d'élite à l'échelle mondiale, c'est grâce à nos chercheuses, à nos chercheurs qui rayonnent aux 4 coins du monde et qui contribuent à la formation de la relève. Donc, la table ronde qui suit vous donnera un aperçu de qui nous sommes maintenant, ce que nous serons demain, à la lumière de nos réalisations du passé, car nous croyons que c'est en apprenant d'hier que se développe la santé de l'avenir. Alors, à tous, je vous souhaite une très bonne conférence. Et je laisse la parole maintenant à M. Villedieu. Merci beaucoup, Dr Cossette, pour cette présentation. Alors, on va passer ensemble une belle heure et demie bien pleine, 1 heure et demie de réflexion et d'exemples aussi sur ce que la recherche a apporté et apportera, bien sûr, à l'amélioration de la santé humaine, entre autres, à l'heure où les maladies infectieuses reprennent du poil de la bête, si vous voulez, représentent des nouveaux défis aux chercheurs et professionnels de la santé. Et comme le disait un des plus illustres fondateurs, au fond, de la tradition de recherche médicale, biomédicale au Québec, au Canada, le docteur Armand Frappier, dans les années 1930, qui s'est battu contre la tuberculose, les maladies infectieuses sont ce combat qui n'en finit plus. On pensait que c'était réglé. En 1980, il y a même un chirurgien, le médecin-chef des États-Unis qui avait dit « Bon, il est temps de passer à autre chose ». 2 ans après, il y avait le sida. Bon, c'était effectivement autre chose. Alors, on va parler de ça, bien sûr. Donc, de cette heure et demie, elle va se dérouler à la fois en présence et en virtuel. Je pense qu'on a un certain nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent sur leurs écrans. On va d'abord avoir une présentation par l'historien de la médecine Denis Goulet, qui sera en mode virtuel, qu'on va voir apparaître bientôt sur nos écrans. Et il y aura des présentations ensuite avec nos 3 invités. Après, on fera une discussion avec eux et avec Denis Goulet. Et puis, on ira à la fin, la dernière dizaine de minutes, en gros, on prendra les questions du public. Alors, préparez-vous. Les questions du public, c'est classique. Le public, on n'ose pas casser la glace. Puis quand arrive la fin, tout le monde a des questions à poser, mais il est trop tard parce qu'on va finir à 13h30. Alors sans plus tarder, je vous présente donc notre premier invité,
professeur invité à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Denis Goulet est un spécialiste en histoire de la médecine et de la santé. Il a publié de très nombreux ouvrages, articles scientifiques, notamment une série sur les spécialités médicales et récemment une histoire des épidémies au Québec du choléra à la COVID-19. Vous voyez que les historiens parfois collent à l'actualité. Il a publié aussi une histoire du Collège des médecins du Québec de 1847 à 2022, livre qui a été lancé il y a 2 semaines. Professeur invité à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, il a donné une série de séminaires sur l'histoire de la médecine canadienne et américaine, et il met actuellement la main à 2 derniers ouvrages à paraître en 2023. D'abord, une histoire de ce qui se passe ici, une histoire de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, 1843-2023, et aussi une histoire de la recherche biomédicale au Québec. Il a notamment été lauréat du Hanna Institute for the History of Medicine de la Société royale du Canada. Denis Goulet, la parole est à vous. Vous avez une quinzaine de minutes. On vous suit, on vous capte en direct de chez vous. Un gros merci, M. Villedieu. Évidemment, c'est vrai qu'après avoir écrit l'histoire des épidémies au Québec, j'ai été rattrapé par une épidémie et j'ai été attaqué par la COVID-19, ce qui explique mon absence. Je suis quand même très heureux d'être avec vous. Vous savez, finalement, faire l'histoire de la santé, l'histoire de la médecine, c'est assez complexe, mais en même temps, il faut quand même reconnaître que l'histoire est loin d'avoir réponse à tout. Mais on peut en tirer certaines leçons. Et j'ai constaté que parfois, elle tourne en rond. On le constate sur le plan géopolitique, on le constate au niveau de l'histoire de la médecine, de l'histoire de la santé. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire de la médecine et de la santé. Il y a eu des avancées, il y a eu des régressions. Et je vais l'illustrer très rapidement, notamment avec cette idée, dans le fond, cette première, si on veut, conception de la santé qui a dominé pendant des siècles, la conception morale, en fait, la théorie des humeurs. À partir, on concevait la santé comme étant l'équilibre des 4 humeurs, dans le corps humain, le bile, la trabile, le flegme, le sang, et la maladie étant liée au déséquilibre de ces humeurs. Et c'est vrai que ça va marquer l'imaginaire occidental, notamment par des expressions bien connues, se faire de la bile, être de bonne humeur, de mauvaise humeur. On dit de quelqu'un qu'il est phlegmatique, qu'il est sanguin, qu'il est bilieux, etc. Donc, ça quand même ça m'a marqué l'imaginaire. Bon, cette doctrine-là, sur le plan physiopathologique, était en grande partie erronée, même si le néo-immoralisme au début du siècle va le réactiver. Mais il y a une chose intéressante à noter, c'est qu'au niveau de la conception de la santé, c'est quand même une conception relativement contemporaine, parce que puisque les humeurs étaient engendrées par les aliments, il fallait tenir compte de l'alimentation, il fallait tenir compte des climats, il fallait faire de l'exercice physique, etc. Et donc, si on veut un aspect, si on veut, du maintien de la santé, lié à des modes de vie, ce qu'on va retrouver bien plus tard. Deuxième élément dans la conception de la santé, c'est la fameuse révolution clinique qui débute au 18e siècle, qui va s'étendre, qui va s'accélérer au 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de raffinement du regard du clinicien, du médecin. Au début, on observe les organes, ensuite, on découvre que les organes sont constitués de tissus, ensuite, les tissus sont constitués de cellules, et puis après, la molécule. Et c'est quand même le même trajet, mais avec des avancées considérables, des avancées thérapeutiques en premier au 19e siècle et des avancées curatives, évidemment, au 20e siècle. Et puisque le besoin crée l'outil, il va y avoir un développement considérable, si on veut, de la technologie médicale, des moyens d'investigation, etc. Ce sont toutes des choses que vous connaissez déjà. Mais ce qu'il faut souligner dans la révolution clinique, c'est qu'on a perdu un wagon en chemin. C'est-à-dire que dans cette période d'effervescence, on en est venu à considérer la santé, comme le disait un célèbre médecin américain, mais la santé, c'est le silence des organes. Donc, il y a eu une espèce de réductionnisme, en quelque sorte, du concept de santé qui va être éventuellement élargi plus tard. Je vais revenir tantôt à partir des années 70. Mais il faut quand même reconnaître que malgré quelques aspects négatifs, il faut reconnaître que la révolution clinique
a joué un rôle considérable dans l'amélioration des soins de santé, notamment par la mise en place du modèle hospitalo-universitaire qu'on connaît aujourd'hui, qui va améliorer la formation des médecins, et dont la faculté de médecine et l'école de médecine et de chirurgie vont participer grandement tout au long de son histoire. C'est en même temps aussi une médecine qui va avoir tendance, malheureusement, à opérer une forme de monopolisation des soins, au détriment souvent des professionnels de la santé. Trop souvent, il va y avoir des frictions. Trop souvent, il va y avoir, si on veut, des réactions assez vives, notamment du Collège des médecins, qui, sous prétexte de poursuivre, en guillemets, des charlatans, finalement, attaquaient des professionnels de la santé, mais qui avaient une certaine efficacité. Et ça, il faut le dire. Donc, cette révolution clinique entraîne aussi une spécialisation très forte. À partir des années 20, la spécialisation s'accélère de façon considérable, avec comme conséquence une amélioration des gestes diagnostiques, une amélioration des diagnostics, une amélioration des traitements, évidemment, mais en même temps, on voit se développer une médecine qui s'oriente vers une idéologie américaine, vers une médecine américaine, plutôt une médecine technocrate, une médecine plutôt froide, et plusieurs sondages et plusieurs témoignages que j'ai recueillis montraient que finalement la population québécoise, avant les années 60 ou durant les années 60, considérait que la médecine spécialisée, elle était très efficace, mais qu'en termes de relations patient-médecin, il y avait quand même beaucoup d'améliorations à faire. Donc, c'est une médecine qui s'éloignait, si on veut, d'une grande tradition que la faculté de médecine de l'Université de Montréal et celle de Laval aussi a respecté, cette grande tradition humaniste issue de la médecine française. Parce qu'il y a eu évidemment des relations très étroites entre le développement de la médecine française et le développement de la médecine clinique et de la médecine spécialisée au Québec, dans des liens très, très, très importants. Donc, dans le fond, ce développement de la médecine, ce développement de la spécialisation médicale et chirurgicale a entraîné, comme je vous le soulignais, une espèce de, si on veut, de tentative de monopolisation des soins. Et ça a été une erreur historique. C'était une erreur historique, mais qui a été quand même un peu adoucie par, si on veut, la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui, dès les années 40, quand même, va s'associer avec l'Institut de réadaptation, l'Institut de diététique et de nutrition, et ensuite va s'associer aussi avec l'école d'orthophonie, etc. Et donc, ça c'est très intéressant, il y a quand même une ouverture que la faculté, et même je dirais presque en guillemets, à l'encontre de ce que des mouvements du Collège des médecins de l'époque, qui étaient en lutte constante, même contre les pharmaciens, les infirmières, pas seulement les sages-femmes, pas seulement les rebouteurs à l'époque. On a élargi un peu la lutte contre les charlatans. Et en même temps, la faculté a eu le courage, elle a eu cette ouverture face aux professions qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment un très, très bel exemple. La deuxième révolution, elle est majeure. C'est cette transition des miasmes aux microbes et plus tard au virus, donc cette fameuse évolution bactériologique qui va toucher le Québec de façon très, très rapide. C'est très intéressant de noter que les Québécois les médecins québécois ont été parmi les premiers dans le monde à aller se former à l'Institut Pasteur dès la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ils vont se former auprès de Metchnikoff, auprès d'Émile Roux, et ils vont revenir au Québec avec une formation en bactériologie qui est assez poussée. Et des chirurgiens aussi, tels qu'Oscar Mercier de l'hôpital Notre-Dame, chirurgien de la faculté de médecine, Amédée Marien aussi de la faculté de médecine, qui vont étudier les cytosines et qui vont ramener les méthodes aseptiques
qui vont dépasser la méthode antiseptique, mais pour établir des protocoles d'asepsie. Et les médecins québécois francophones ont été parmi les premiers au monde, hein, ça on l'a trop souvent négligé dans l'histoire, à adopter ces mesures de prévention qui vont avoir un impact considérable sur la grande chirurgie, hein, qui va apparaître peu après. Mais autre impact aussi, c'est évidemment dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et c'est vrai que les découvertes des pasteuriens, les découvertes des Pasteur et compagnie vont faire en sorte qu'on va pouvoir non seulement identifier une cause spécifique des maladies, ce qui n'était pas le cas avant, c'est des causes générales, hein, l'air empoisonné, etc. Donc, on va s'orienter vers non seulement une cause spécifique qui permet de diagnostiquer la maladie, mais aussi d'identifier les vecteurs, hein, qui permet de mettre en place des mesures de santé publique beaucoup plus efficaces, système d'adduction d'eau, etc. Bon, et ça, ce sont des avancées considérables. Autre avancée liée à cette évolution de la microbiologie, c'est évidemment, et aussi à la naissance de la bactériologie, et même un peu avant, hein, ce sont les vaccins. Hein, dont le premier vaccin important, c'est le vaccin contre la variole d'Edward Jenner, déjà au début du 19e siècle, mais au fil du temps, avec les découvertes bactériologiques, d'autres vaccins contre la tuberculose, etc., vont se développer. Et ça, ce sont des acquis majeurs en termes de médecine préventive. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est M. Villedieu l'a mentionné, Armand Frappier était un pionnier dans la lutte contre la tuberculose, notamment en créant l'Institut de microbiologie qui est affilié à ses débuts à l'Université de Montréal. Et c'était des avancées quand même très, très importantes. Mais précédemment à ces efforts liés à la bactériologie, il y a eu quand même, par le biais du Service provincial de santé, du Conseil d'hygiène, des grandes campagnes de propagande sanitaire où on a compris qu'il fallait faire de l'information, que l'information, c'était une des clés de la prévention. C'est encore vrai aujourd'hui, hein, on le sait. Sauf qu'à l'époque, on faisait de la propagande. Je ne dirais pas de la propagande, on faisait de la peur un outil de la prévention. C'était un peu naïf, en guillemets. Était-ce efficace? Peut-être, mais on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux faire de l'information un outil de la prévention. Et ça, c'est une avancée qui est quand même importante. Autre étape dans la conception de la santé, étape majeure, très, très importante, c'est finalement lié au développement de la sociologie de la santé, notamment... Monsieur Goulet, il vous reste 2 minutes. 2 minutes seulement? Oui, oui. Le temps passe, c'est sa principale occupation d'ailleurs. Alors, les leçons apprises de l'histoire, je vais dire rapidement, tout historien sait qu'il faut étendre l'accessibilité aux soins médicaux et paramédicaux à toute la population. Ça, c'est majeur. Améliorer les conditions de vie. Ça aussi, on sait que dans l'histoire, c'est important. Intensifier la recherche biomédicale, c'est majeur aussi. Et comme ça se fait à l'Université de Montréal. Éviter que la surspécialisation de la technologie fasse ressurgir une médecine froide et il y a toujours un risque quand ça revienne. Dans l'histoire, parfois tourner en rond. Donner aux facultés de médecine les moyens de leur développement et poursuivre une démarche d'apprentissage vers une humanisation. C'est fait d'ailleurs, et ça se poursuit. Une humanisation des soins, c'est majeur. Intensifier la collaboration professionnelle, la multidisciplinarité, c'est la voie de l'avenir, hein, et ça aurait dû être fait bien avant. Développer un esprit d'ouverture, c'est lié évidemment à la délégation de certains gestes médicaux. Accentuer les soins aux aînés et les soins psychiatriques, qui a été largement négligé jusque dans les années 60. Je n'ai pas le temps d'en discuter, mais c'était une erreur fondamentale. Appliquer le principe de précaution, pas seulement en environnement, mais aussi au niveau des maladies infectieuses. Hein. Et trop souvent, on réagit comme après la fameuse grippe espagnole. Là, on a créé le ministère de la Santé tout de suite après. Etc. Même chose pour l'épidémie de variole. On a créé le Conseil d'hygiène de la province de Québec après la révolte, après les bons, etc. Bref, je pense qu'il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, les intervenants adoptent une philosophie, c'est de la gestalt philosophie. Hein. L'ensemble est davantage que la somme des parties, donc un arrimage. Il faut mettre fin, il s'est amorcé à l'esprit de silo, davantage de collaboration. Et je terminerai sur une belle pensée, une belle idéologie du président actuel du Collège des médecins, où il dit, dans le fond, il faut arrimer l'éthique de la responsabilité individuelle des intervenants en santé envers le patient, hein, à l'éthique de la responsabilité collective de ceux-ci envers l'ensemble de la population.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. Pardonnez-nous de vous avoir un peu bousculé, mais c'est la règle du jeu. Et de toute façon, on pourra revenir dans la discussion qu'on va avoir après les 3 présentations qui suivent. On pourra revenir un peu sur l'histoire. Je vous poserai d'ailleurs quelques questions là-dessus. Alors, on va passer à notre deuxième invitée, Madame Annie Rochette, qui est ergothérapeute, professeure titulaire à l'école de réadaptation de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheuse régulière au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Depuis 2006, Madame Rochette agit comme leader pédagogique au sein de son département. Elle fait partie de la promotion 2021 des membres de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est formidable. Je vous en félicite. Merci. Ces travaux de recherche portent notamment sur le développement et le déploiement des compétences des professionnels de la santé. Elle s'intéresse spécialement au transfert de connaissances et aux sciences de l'implantation en contexte particulièrement de réadaptation de l'accident vasculaire cérébral. Et d'ailleurs, elle est responsable depuis 2013 du site web bilingue mondialement reconnu en transfert des connaissances qui s'appelle Info AVC. Le site est à l'adresse www.strokeengine.ca. Madame Rochette, 12 minutes. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Alors, on m'a demandé d'aborder la thématique de l'enseignement pour la conférence aujourd'hui. Je ne savais pas trop quel angle donner. Donc, j'ai pris les 4 grandes questions du quoi, pourquoi, qui, comment on voudrait faire l'enseignement professionnel de la santé. Puis j'aime bien commencer avec le mot de la fin, surtout quand le temps est court. Mon message aujourd'hui, en fait, c'est que l'enseignement, ça demeure on pourrait appeler ça un phénomène peut-être, mais c'est quelque chose qui est complexe et qui est évolutif. Donc, quand on parle d'enseignement, la définition selon l'Office québécois de la langue française, c'est activité entreprise de façon systématique par une personne afin d'en amener une autre, à acquérir des connaissances et à développer des capacités, des habiletés ou des aptitudes en vue de maîtriser des compétences déterminées. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que dans la définition, on a la notion de connaissance et la notion de compétence. Parmi les différents concepts qu'on pourrait associer à l'enseignement, qu'on retrouve beaucoup dans la littérature ces temps-ci, on va souvent parler de transfert de connaissances, c'est devenu un incontournable, c'est même une exigence de la majorité des organismes subventionnaires en recherche. On parle de plus en plus des sciences de l'implantation, qui est vraiment de la recherche pour amener les connaissances dans la pratique. Donc, comment les professionnels de la santé vont vraiment utiliser ces connaissances-là, les évidences scientifiques dans leur pratique. Puis, on a des collègues qui vont parler des nouvelles avancées là, après moi. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que nos futurs professionnels vont bien utiliser ces connaissances-là dans leur pratique et en continu. Et bien sûr, j'apporte l'attention sur la pratique basée sur les évidences qui est devenue un incontournable. Puis, ce qu'il faut penser quand on parle de pratique basée sur les évidences, c'est que ce n'est pas seulement l'utilisation des évidences scientifiques, quoique il faut absolument les utiliser en pratique, mais de plus en plus aussi ce qu'on dit, en fait, la pratique basée sur les évidences, c'est de prendre des décisions judicieuses en utilisant à la fois les évidences scientifiques, mais en utilisant aussi à la fois son expérience personnelle, donc l'expérience pratique, les savoirs tacites du professionnel de la santé, en tenant compte d'un contexte, en prenant en considération aussi le vécu du patient, donc les préférences de la clientèle. Et ce que ça donne des situations qui peuvent s'avérer complexes. Dans la définition d'enseignement, il y avait le concept de compétence. Quand on parle de compétence, la définition, pour qu'on parle tous de la même chose, c'est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Il y a 3 grands éléments dans cette définition-là. Les compétences en tant que telles. Je vous ai mis la figure de la fleur de CanMed, c'est les compétences en médecine. La majorité des professionnels de la santé maintenant ont un ou plusieurs modèles de compétences qui changent, qui évoluent, qui sont mis à jour. Essentiellement, on a beaucoup de professions qui ont adapté CanMed à leur profession. Donc, essentiellement, on a l'expertise au cœur, au centre, mais l'expertise est teintée par un certain nombre de compétences transversales qui sont partagées par l'ensemble des professionnels de la santé, ce qui favorise l'interdisciplinarité
comme M. Goulet en a fait mention, que c'est devenu un incontournable puis qu'on devrait être là depuis longtemps. Dans la définition, on fait référence aux ressources internes et externes. Ce sont les fameux savoirs qu'on ne veut pas perdre de vue, donc les savoirs, les évidences scientifiques, mais il ne faut pas oublier non plus les savoir-faire et les savoir-être. Et tout ça dans une famille de situations, et c'est là que ça devient compliqué, parce que c'est le contexte. C'est les situations authentiques qu'on va vouloir exposer les étudiants dans la formation pour qu'ils puissent... parce que l'idée des compétences, c'est de savoir, mais pas juste de savoir, c'est de comment on va utiliser les savoirs dans différentes situations. Fait qu'il faut faire preuve d'énormément de discernement pour choisir les bons savoirs en situation, et c'est là que ça devient un peu compliqué. Pourquoi on fait tout ça? Parce que, ultimement, ce qu'on veut, c'est des bons professionnels de la santé. Quand on demande... Oh, excusez-moi. Ça, je ne sais pas si c'est moi, là, mais c'était pas beau. Quand on demande au grand public ou à nos pairs, c'est quoi un bon professionnel de la santé? On va avoir des réponses comme ça prend quelqu'un qui est expert, justement, donc quelqu'un qui obtient des résultats. On veut quelqu'un qui va émettre des bons diagnostics. En fait, on veut être guéri. Fait que c'est la notion de curing en anglais. Ça, c'est un incontournable. Ce qu'on veut aussi, c'est quelqu'un qui va être orienté vers le prendre soin, qui va prendre son temps. Et ça, c'est plus la notion de caring en anglais. Il y a eu une certaine époque où il y avait une sorte de rivalité entre le curing et le caring. Maintenant, en fait, on est devenu peut-être exigeant, mais on veut absolument les deux. On ne va pas accepter d'un professionnel de la santé qui ne nous guérisse pas ou qui nous amène... Oui, j'ai vu, merci. Oui. Qui ne nous guérisse pas ou qui ne le fasse pas de la bonne façon, donc qui ne prennent pas soin. Ce qu'on veut aussi, c'est quelqu'un qui a les connaissances. Et pour avoir les connaissances, il faut continuellement apprendre. Donc, il faut être un auto-apprenant. Il faut intégrer les nouveaux savoirs. Et on sait qu'il y en a toujours beaucoup de nouveaux savoirs. Donc, comment on arrive à se garder à jour. Puis, ma collègue Julie va peut-être parler un peu peut-être des attentes ou de comment l'intelligence artificielle pourrait peut-être nous aider avec certains outils qui s'en viennent à être à jour, étant donné toute la recherche qui émerge toujours au quotidien. Ce qu'on veut aussi, c'est quelqu'un qui est érudit, réflexif. Je vais prendre une mini-pause quelques secondes sur le rôle d'érudit. Le rôle d'érudit, c'est à la fois la pratique basée sur les évidences que je parlais au tout début, c'est à la fois l'enseignement qu'on peut faire aux étudiants, mais aussi à la clientèle, au grand public, aux stagiaires, mais c'est aussi à la fois avoir une pratique réflexive, donc se remettre en question et réagir. Et le rôle d'érudit, dans le fond, il est particulier parce que c'est comme s'il est sous-jacent au niveau hiérarchique à l'expertise. On ne peut pas être expert si on n'a pas un bon rôle d'érudit parce que c'est le rôle d'érudit qui nous donne les nouvelles évidences scientifiques, qui nous permet d'être à jour dans nos connaissances et de faire des décisions éclairées comme un expert de notre profession. Ce que les gens veulent aussi, c'est des bons communicateurs, des gens à l'écoute. J'attire votre attention sur le fait que tout ça, ça relève en grande partie des savoir-être. Un des défis qu'on rencontre dans la pratique, c'est d'enseigner les savoir-être ou de donner une rétroaction aux étudiants sur les savoir-être. Ce qu'on a fait, nous, au programme d'ergothérapie il y a quelques années, c'est qu'on s'est posé la question sur les savoir-être, puis on a été voir dans les évaluations de stage de tous les stagiaires, l'évaluation finale des superviseurs, lorsqu'ils évaluaient les compétences, puis qu'ils cotaient l'étudiant à un niveau où l'étudiant avait un défi, où c'était acceptable ou problématique, ou à l'inverse, qui disait que l'étudiant était exceptionnel pour ce rôle-là. On est allé voir les commentaires que les superviseurs donnaient. Et tous les commentaires pour justifier leur cote, que ce soit d'un extrême ou l'autre, relevaient des savoir-être. Fait que ça nous a quand même beaucoup questionné. Ça nous a amené à changer aussi nos approches et à mettre l'accent sur les savoir-être. En fait, ce qu'on veut, c'est que des étudiants, des professionnels de la santé, ultimement, qui sont proactifs, qui sont curieux, qui vont faire preuve de jugement, qui font preuve de discernement, qui sont flexibles. On l'a vu avec la COVID, là, ceux qui ne l'étaient pas ont eu encore plus de défis, de rigueur, de capacité d'analyse, de synthèse et qui sont ouverts à la rétroaction.
On veut ça de nos étudiants, on veut ça de nos professionnels de la santé. Puis peut-être un mini-anecdote aussi, on a fait une étude récemment sur l'évolution de la pratique basée sur les évidences des ergothérapeutes et physiothérapeutes à travers le Canada pour essayer de voir les différentes trajectoires de pratique basées sur les évidences dans le temps, dans les 3 premières années de pratique, pour s'apercevoir qu'on avait des trajectoires un peu différentes, mais que la seule variable qui est émergée comme étant à la fois nécessaire et suffisante pour expliquer les différentes trajectoires était l'attitude des professionnels de la santé. Fait que dans le temps, ça vient confirmer, que ce soit en formation ou autre. Donc, tout ça pour dire que la compétence, ça a un caractère développemental, ça a aussi un caractère intégratif. M. Goulet en a fait un peu mention tantôt en disant que c'est pas la somme des éléments, c'est pas juste une addition, c'est comment tout s'intègre qui fait qu'on va être à un niveau de compétence X, Y, Z. Ça passe par le développement professionnel continu et il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et chaque acteur a un rôle à jouer à la fois comme quelqu'un qui peut recevoir des connaissances et à la fois qui peut en donner. Donc, on apprend des étudiants, ils apprennent de nous, les cliniciens apprennent des étudiants lorsqu'ils reçoivent des stagiaires, les étudiants vont apprendre des cliniciens, les cliniciens apprennent de la clientèle va apprendre des cliniciens et de plus en plus, la clientèle est impliquée comme patient partenaire dans les cours aussi pour donner une plus grande valeur aux savoirs essentiels. Puis finalement, la complexité dans tout ça, bien, ça s'avère qu'on va mobiliser un ensemble de méthodes pédagogiques pour arriver à nos fins. Puis le mot de la fin que je dirais, c'est que l'approche par compétence, en fait, c'est pas juste d'acquérir des savoirs, mais c'est aussi de s'entraîner à les mobiliser dans différentes situations. Puis on peut faire le parallèle avec un athlète professionnel ou un musicien professionnel qui a déjà les connaissances, mais que dans le fond, il doit toujours s'entraîner pour devenir meilleur. Puis c'est un peu ce qu'on fait tout au long de notre vie. Voilà. Merci beaucoup, Mme Rochette. On va continuer de toute façon à reparler de ça et notamment de cette question de la quantité de connaissances phénoménales qui sortent et comment on peut s'en sortir et comment on peut former des professionnels de la santé qui vont rester toute leur vie des apprenants aussi. Hein. Exactement. Alors, on passe maintenant à notre troisième invité. Après son doctorat à l'Université Laval en 1990, Yves Brun a effectué des recherches postdoctorales à l'Université Stanford de 90 à 93, des recherches qui portaient sur la régulation de la différenciation des cellules bactériennes. En 93, il se joint à l'Université de l'Indiana, où il a été nommé professeur distingué de biologie, directeur du programme d'études supérieures en microbiologie, directeur associé du département de microbiologie. Vous devinez qu'il a fait une longue carrière à l'Université de l'Indiana, parce que c'est en 2019, donc très récemment, qu'il est venu à l'université, qu'il est entré à l'Université de Montréal, au département de microbiologie, infectiologie et immunologie, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en biologie cellulaire des bactéries. Ces recherches fondamentales et appliquées, je pense, oui, couvrent un large domaine de la microbiologie, depuis le contrôle du cycle cellulaire jusqu'à la formation de biofilms chez les bactéries. Là, on est vraiment dans les applications, je pense. Le Dr Brun a reçu de nombreuses reconnaissances et distinctions, tant aux États-Unis qu'au Canada. Il a notamment reçu récemment le prix Murray pour contribution de recherche en carrière de la Société canadienne des microbiologistes. Docteur Brun, c'est à vous, 12 minutes. 12 minutes, parfait. Merci. On m'a demandé de parler de pandémie, mais ne vous en faites pas, je ne parlerai pas de celle à laquelle vous pensez. On est évidemment au milieu d'une pandémie virale, mais il faut savoir qu'au cours de l'histoire, comme vous pouvez le voir sur cette ligne de temps, des pandémies ont été causées soit par des virus, soit par des bactéries. Et donc, je me suis posé la question, combien des pandémies ou épidémies principales de l'histoire ont été causées par des bactéries, mon sujet d'intérêt particulier. Et en fait, c'est la majorité des pandémies jusqu'à récemment ont été causées par des bactéries. Même la fameuse grippe dite espagnole,
qui a causé la mort d'environ 50 millions de personnes, a été causée, la majorité des morts n'ont pas été causées par le virus de la grippe, mais ont été causées par une infection bactérienne qui a causé une pneumonie. Cette infection étant facilitée par l'infection virale. Évidemment, pourquoi depuis l'époque on n'a pas de pandémie bactérienne, d'épidémie bactérienne? Ben, c'est parce que on a découvert les antibiotiques. Et les antibiotiques ont eu un effet incroyable sur notre capacité à lutter contre les maladies infectieuses. On peut voir ici que depuis le début de l'utilisation de la pénicilline, il y a eu une chute incroyable du nombre de morts causées par les maladies infectieuses causées par des bactéries. Par contre, vous remarquez que récemment, depuis quelques décennies, il y a une augmentation à nouveau des décès causés par les maladies infectieuses. Pourtant, on a plein d'antibiotiques à notre disposition. Pourquoi? Ben, c'est parce que les bactéries deviennent, par chance de mutation, résistantes aux antibiotiques. Très rapidement après leur utilisation en clinique. En fait, on peut voir ici sur cette ligne de temps quand on a commencé à utiliser différents antibiotiques. Et en dessous, on peut voir quand est-ce qu'on a observé la première bactérie résistante à ces antibiotiques. Souvent, ça se passe pendant l'année où un nouvel antibiotique est introduit. Donc, c'est une pandémie silencieuse, en fait, cette antibiorésistance. Ça se produit progressivement depuis des décennies. C'est un peu comme le changement climatique. Les changements sont un peu imperceptibles, mais c'est vraiment un très grave problème de santé. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'antibiorésistance? Ben, c'est que des bactéries deviennent résistantes à un ou plusieurs antibiotiques. C'est-à-dire que ces antibiotiques, maintenant, sont inefficaces pour lutter contre ces bactéries. Et je veux préciser que ce sont bien les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques et non pas les humains. Et c'est vraiment un très grave problème. Et on va y revenir, mais je veux vous illustrer le principe de la résistance aux antibiotiques. Donc, j'ai demandé à un de mes chercheurs de nous préparer des vidéos en microscopie. On fait beaucoup de microscopie dans mon labo. Et donc, ce que vous allez voir, donc les trucs jaunes, ce sont des cellules bactériennes. Donc, il y en a plusieurs de chaque côté. Et on va voir d'abord la croissance de ces bactéries dans un milieu de culture où ils ont des substances nutritives. Donc, sans antibiotiques d'abord. Donc, les bactéries s'allongent, se divisent, donc se reproduisent progressivement. 1 donne 2, 4, 8. On connaît la croissance exponentielle, donc on arrive à énormément de bactéries. Par contre, à droite, on a fait la même chose, mais on les a mis en présence d'un antibiotique. Et on peut voir que l'antibiotique est très efficace pour ces bactéries qui sont sensibles à l'antibiotique. Donc, les antibiotiques sont extrêmement utiles pour lutter contre les bactéries sensibles. Mais maintenant, on va faire la même chose, mais on va introduire au milieu de ces cellules jaunes quelques cellules bleues. Et les cellules bleues, elles, sont résistantes à l'antibiotique qu'on va utiliser à droite. Donc d'abord, on fait l'expérience sans antibiotique à gauche. Ce qu'on va voir, c'est la compétition entre les cellules jaunes sensibles à un antibiotique et les cellules bleues qui sont résistantes. Et éventuellement, on a une élimination progressive par compétition des cellules résistantes aux antibiotiques. Mais si on introduit un antibiotique, les cellules bleues sont résistantes, les cellules jaunes sont sensibles. Les cellules jaunes sont éliminées par l'antibiotique, les cellules bleues continuent de croître, de se diviser, de se reproduire, jusqu'à éventuellement devenir complètement dominant dans l'environnement. Donc, dans les deux cas, on est parti d'environ 3 à 4 % de cellules qui étaient résistantes à l'antibiotique. Dans le cas à gauche, sans antibiotique, on a diminué leur proportion, alors que quand on a utilisé l'antibiotique, on a augmenté leur proportion de beaucoup. C'est ce qui se passe quand vous demandez à votre médecin un antibiotique pour une infection virale comme le rhume et la grippe, par exemple. Les antibiotiques n'ont aucun effet, mais ça permet d'augmenter la proportion de bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement. Donc, c'est un grave problème. Et tellement qu'en 2019, les bactéries antibiorésistantes ont causé la mort de plus de personnes que la COVID en 2 ans, en 2020 et 2021. Il faut savoir que certaines bactéries sont résistantes à tous les antibiotiques dont on dispose. Au Canada,
En 2018, l'antibiorésistance a causé 5 000 morts pour un coût pour le système de la santé de 1,4 milliard de dollars. Et on prévoit, ça c'est des modèles mathématiques, qui prévoient que si rien ne change dans le monde, en 2050, les bactéries antibiorésistantes vont causer la mort d'environ 10 millions de personnes dans le monde. Et ça, c'est sans compter l'évolution possible, l'apparition de variants encore plus contagieux de bactéries. Et pourquoi ça devient un problème de plus en plus pressant, c'est que depuis quelques décennies, on ne découvre plus d'antibiotiques avec de nouveaux mécanismes d'action, c'est-à-dire des antibiotiques que les bactéries n'ont pas encore appris à combattre. On peut voir dans ce tableau que dans les années 40 à 70, on découvrait beaucoup d'antibiotiques avec des nouveaux mécanismes, mais depuis les années 90, on n'en a trouvé aucun. Comment est-ce qu'on lutte contre l'antibiorésistance? Bon, il y a plusieurs façons. D'une part, prévenir les infections bactériennes, les contrôler, une meilleure gestion de l'utilisation des antibiotiques, la surveillance de l'antibiorésistance et finalement la recherche et l'innovation, ce dans quoi nous, on agit dans mon laboratoire. Comment est-ce qu'on a découvert les antibiotiques au cours de l'histoire? En général, une façon qui a été beaucoup utilisée traditionnellement, c'est de prendre de grandes banques de composés chimiques, de molécules, et de les tester une à une pour voir si elles affectent la croissance des bactéries. On peut voir ici une plaque de culture de multipuits pour les bactéries. Et donc, on ajoute une molécule différente dans chaque puits et on regarde si ça affecte la croissance des bactéries. Donc, dans certains cas, il y a un effet sur la croissance. Dans la majorité des cas, il n'y en a pas. Un des problèmes avec cette approche, c'est que c'est une information binaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'un composé chimique quelconque a eu un effet, a empêché la croissance des bactéries ou non. Et puis, l'autre problème, c'est seulement une information binaire. Et l'autre problème, c'est que ces méthodes sont limitées aux banques de composés existants, mais il y a énormément de composés chimiques qui sont possibles. Donc, nous, ce qu'on utilise comme méthode dans mon laboratoire, c'est une approche où on utilise la microscopie pour nous donner plus d'informations sur l'effet des molécules et on utilise l'intelligence artificielle pour utiliser ces données pour aller trouver des molécules avec un potentiel antibiotique dans des banques de données par ordinateur. Et les méthodes de microscopie qu'on a développées pour ces recherches, on les a développées pas parce qu'on voulait découvrir des antibiotiques. En fait, c'est quelque chose qu'on vient de commencer à faire ici à Montréal depuis mon arrivée, depuis 2 ans à peu près. Mais depuis quelques dizaines d'années dans mon laboratoire, on s'intéresse au fonctionnement de base des cellules bactériennes. On fait de la recherche fondamentale sur des questions comme, vous pouvez voir au haut de l'image, différentes espèces de bactéries. Elles ont des formes différentes. Pourquoi? Comment? On s'intéresse à des questions comme comment est-ce que les bactéries perçoivent leur environnement. Et pour répondre à toutes ces questions, on a développé des méthodes de microscopie. Comme par exemple Dave Casella, un chercheur dans mon laboratoire, qui s'intéresse au mécanisme du vieillissement des bactéries et qui a développé des méthodes de criblage ultra rapide de bactéries par microscopie pour tester plusieurs mutants, des variants, et aller tester des variants jusqu'à des centaines de milliers par semaine. Et on a réalisé très rapidement que ces méthodes, on pouvait aussi les utiliser pour tester des molécules pour voir leur potentiel antibiotique et que la microscopie serait beaucoup plus utile que les méthodes traditionnelles. Je vous donne une analogie pour expliquer. Donc, je vous ai dit que dans les méthodes traditionnelles, on sait qu'un composé affecte la croissance des bactéries ou non. C'est une information binaire. C'est un peu comme au hockey. On sait qu'il y a eu un but ou qu'il n'y a pas eu de but. C'est intéressant. Si on a une photo, on a plus d'informations. On voit ici, on peut deviner que le but a été marqué par un ailier droit qui a probablement marqué avec un lancer frappé. Si on a une vidéo, on a encore plus d'informations. Il s'agit, certains l'auront peut-être deviné, d'un des buts spectaculaires de Guy Lafleur. Donc, savoir qu'une molécule empêche la croissance des bactéries, c'est très bien, mais ça nous donne peu d'informations, alors que la microscopie peut nous dire comment une molécule empêche la croissance des bactéries et nous donne un peu comme une autopsie bactérienne, si vous voulez. Et donc, ce qu'on fait avec des collaborateurs en intelligence artificielle, c'est qu'on génère ces centaines de milliers d'images
de bactéries exposées à différentes molécules et ça permet de classer les autopsies bactériennes, si vous voulez. Et donc, on peut voir que pour des antibiotiques qu'on connaît déjà, les bactéries ressemblent à de longs filaments, comme vous les avez vus, des spaghettis dans la vidéo que je vous ai montrée. Et on peut voir si certaines molécules affectent les bactéries de nouvelles façons, et c'est ce qu'on cherche, de nouveaux antibiotiques qu'on n'a pas découverts depuis des décennies. Et donc, toutes ces images et toutes ces autopsies bactériennes sont classées automatiquement par l'intelligence artificielle et ensuite, on les transmet à la compagnie Valence Discovery, ici à Montréal, qui est une compagnie d'IA qui a développé des algorithmes pour prendre ce type d'informations et aller chercher dans des bases informatiques in silico de dizaines de milliards de composés possibles, lesquels pourraient avoir une activité antibiotique. On va les faire synthétiser et ensuite tester leur activité antibiotique. Les résultats vont permettre d'améliorer les modèles d'intelligence artificielle et on espère qu'au bout de ces recherches qu'on est en train d'entreprendre depuis 2 ans, qu'on va réussir à trouver de nouveaux antibiotiques. Et je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on cherchait des nouveaux antibiotiques ou qu'on cherchait des méthodes pour découvrir des nouveaux antibiotiques qu'on a cette possibilité d'en trouver, mais c'est parce qu'on s'intéressait à la beauté des bactéries et qu'on a développé des méthodes pour les comprendre et que maintenant, on peut commencer à appliquer ces méthodes. C'est comme ça que ça marche, en fait, en recherche fondamentale, c'est qu'on trouve des choses qui sont éventuellement utiles. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brun, de nous avoir appris que les bactéries vieillissaient, qu'elles avaient de la beauté. C'est formidable. La beauté de la science. Hein? Alors, on va passer à notre 4e invitée, Julie Hussin, qui est professeure agrégée au département de médecine de l'Université de Montréal, chercheur affilié à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis décembre 2016. Après avoir complété sa formation en recherche au CHU Sainte-Justine, elle a réalisé un stage postdoctoral à Oxford, l'Université de Oxford en Angleterre. De retour à Montréal, elle dirige maintenant un groupe de recherche en bioinformatique et médecine personnalisée qui allie les sciences de l'informatique et les biosciences. Elle est également responsable des programmes des cycles supérieurs en bioinformatique à l'Université de Montréal. En 2018, a été nommée professeur IVADO, qui est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle, avec comme mandat la valorisation des données en santé par des méthodes d'intelligence artificielle. Ces recherches touchent à la pharmacogénomique, aux maladies cardiovasculaires et à l'évolution virale dans le contexte, évidemment, de l'actuelle pandémie de Covid. Par l'utilisation d'importants jeux de données biologiques et des méthodes computationnelles pour les analyser, le laboratoire de la Dr Hussin étudie les processus biologiques fondamentaux qui influencent la santé humaine. Madame Hussin, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, moi, on m'a demandé de parler des promesses de l'intelligence artificielle en médecine. Donc peut-être la première question, c'est qu'est-ce que la médecine à l'ère de l'IA? Et puis, je voudrais simplement vous dire que c'est pas de chercher nos symptômes sur Google et puis d'avoir la réponse à un diagnostic, bien qu'on pourrait argumenter qu'on voudrait aller vers ce genre de technologie, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. En fait, aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'intelligence artificielle au sein de la pratique de la médecine, ou en tout cas en santé humaine. Et l'intelligence artificielle, c'est un groupe de techniques qui demande à l'ordinateur de reproduire, de mimiquer l'intelligence humaine notamment. Et une des applications principales actuellement, c'est surtout porté sur l'imagerie. Donc l'aide à la décision par rapport à
les images médicales qui peuvent être générées. Et c'est pas nouveau en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle maintenant, mais depuis 1998, la FDA avait approuvé des premiers aides à la décision sur des données d'imagerie pour les mammographies et cancer du sein, détection de cancer du sein. Mais encore aujourd'hui, c'est pas vraiment un diagnostic qui est posé par les ordinateurs, c'est plutôt des aides pour que le professionnel de la santé puisse avoir son attention sur certaines zones, par exemple des images. Et donc ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Un autre aspect de l'intelligence artificielle, c'est donc de mimiquer l'action d'un chirurgien, donc des robots chirurgicaux qui existent depuis 1985, mais qui sont maintenant très avancés. Et en 2022, maintenant, certains robots avec 4 bras, 1 pour l'imagerie et 3 pour la chirurgie, peuvent être utilisés pour des chirurgies à travers le monde. Un dernier exemple qui touche en fait à la fois à ce que Dr Brun et Dr Rochette ont parlé, c'est donc ici je vous mets l'exemple d'une compagnie canadienne, Blue Dot, qui est un service de surveillance donc ici par exemple de maladies infectieuses à travers le monde, à travers un système qui allait regarder des textes par exemple ou des informations sur l'internet, des billetteries aériennes, ainsi de suite, et qui très tôt en 2020, donc en janvier 2020, avait détecté de l'action en Chine et a pu émettre l'hypothèse, la prédiction qu'il y allait avoir quelque chose d'assez majeur qui allait se passer. Et en fait, ils avaient raison. Ils avaient déjà prédit que qu'il y aurait une pandémie avec ces données-là de textes produits sur l'Internet. Et ça, c'est parce que à la fois, en intelligence artificielle, on a eu des avancées en termes de données, sur des données de texte, donc le web, ainsi de suite, mais aussi sur des données d'imagerie, donc beaucoup d'images qui ont été mises à disposition, et donc on a une explosion de données qu'on peut maintenant utiliser pour avoir des systèmes plus perfectionnés et des aides à la décision. La médecine à l'ère de l'IA, c'est aussi la possibilité d'avoir une médecine qu'on peut dire de précision. La médecine de précision, c'est une médecine qui va non plus aller générer des solutions thérapeutiques ou diagnostiques ou de prévention pour l'entièreté d'une population, mais plutôt qui va aller viser la diversité au sein de la population. Donc on est tous différents, on est tous uniques, et qui va permettre d'aller chercher ces informations uniques de chaque individu et de l'utiliser pour donner une décision, donc une décision sur la prévention, sur un diagnostic ou sur un traitement qui va être précis, d'où précision, pour un patient donné. Et ça, pour permettre ça, la première chose, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'informations sur un patient donné, mais il faut aussi avoir des systèmes informatiques qui sont capables de prendre cette information et d'apprendre de différentes interventions qui peuvent mener à avoir des bonnes solutions, mais qui vont être personnalisées en termes moléculaires. Et je vous parle de diversité, mais en fait, pourquoi on est tous différents? Donc, il y a beaucoup de raisons. Mais la première différence, c'est qu'on est tous avec notre génome, donc notre séquence d'ADN, qui va avoir des petites différences par rapport à tous les membres de la population. Et c'est la raison pour laquelle on connaît en fait ces différences-là, c'est grâce à cette ère dans laquelle on est entré en 2001, au moment où on a obtenu la séquence globale du génome humain. Donc le génome humain a été séquencé, et à ce moment-là, on avait le code génétique de tous les humains. Mais comme je vous le disais, on a des différences entre chacun des humains. On a pu à ce moment-là, aller les identifier clairement. Et le séquençage du génome humain, est très important dans mon domaine parce que je suis généticienne, mais c'est aussi une étape très importante en recherche biomédicale et en biologie, qui a été comparée notamment à l'invention de l'imprimerie ou premier homme sur la Lune. On peut en discuter, mais dans tous les cas, c'était une grosse découverte qui nous a permis d'avoir énormément de données. Par exemple, je vous donne cette citation d'un chercheur
Ewan Burney à Cambridge, qui dit que avant le génome de référence, il y avait toute une série de choses qu'on pouvait faire, qu'on devait faire dans une thèse de doctorat de 3 ans. Et maintenant, simplement en allant sur Internet, c'est en 2 secondes, on a notre réponse. Donc c'est vraiment une révolution en sciences biomédicales. Et c'est couplé en fait avec le fait que les biotechnologies ont aussi beaucoup avancé, que bon, ça a pris entre 15 à 20 ans pour séquencer le génome de référence humain. Et aujourd'hui, on est capable en quelques jours de séquencer plusieurs génomes de patients grâce à des appareils, des machines, des robots qui peuvent aller justement séquencer les génomes des individus de façon très rapide et très précise. Mais ça génère énormément de données qu'il faut alors ensuite réassembler et puis analyser pour pouvoir ressortir plein d'informations très importantes pour la santé humaine. Et tout ça, disons depuis les années 2000 avec la génération du génome de référence jusqu'à aujourd'hui, toutes sortes de programmes informatiques ont été développés. À ce moment-là, c'était beaucoup des programmes informatiques où on avait des règles spécifiques qu'on donnait à l'ordinateur. C'est de l'intelligence artificielle, mais ce n'était pas nécessairement des systèmes qui étaient apprenants. Donc, quand on parle maintenant d'intelligence artificielle, on entend beaucoup le terme de deep learning, apprentissage profond en français. Et là, on est vraiment dans une technologie de l'intelligence artificielle qui, elle, va apprendre de données. Donc, c'est vraiment des technologies qui vont prendre leur puissance de l'amas de données qu'on possède et qui va prédire des différentes conditions qui ont été faites dans l'absolu, mais que nous, on va essayer d'apprendre, le système va essayer d'apprendre à sur de nouvelles données, être capable de donner ces outcomes. Et l'apprentissage profond utilise un système qui s'appelle un réseau de neurones, qui est inspiré de nos cerveaux, en fait. Et par exemple, ici, vous voyez qu'on peut entraîner un système avec plein d'images, par exemple de chats et de chiens, et que ce réseau de neurones, avec les connexions entre les différentes couches, va nous permettre à la fin d'avoir une prédiction de si c'est un chat ou un chien qui est dans l'image. Alors, ce n'est pas seulement de la classification de chat, de chien, ça peut être aussi une localisation d'un objet ou bien une segmentation, donc de dire exactement à quel endroit de l'image un objet se trouve. Donc, il y a toutes sortes d'applications qui ont été permises à grande échelle grâce à l'amas de données. Donc ici, par exemple, vous imaginez que le nombre d'images qui ont été déposées sur Internet dans les dernières années a explosé. Et donc, ces algorithmes-là ont pu s'entraîner de façon très efficace, mais aussi des technologies comme ce qu'on appelle des GPU, donc, qui vont permettre une puissance de calcul très très grande, beaucoup plus grande que précédemment, qui va permettre d'utiliser des résultats plus fondamentaux, théoriques, en apprentissage profond précédemment et les amener maintenant dans la pratique. Donc ici, je vous parlais de chats et de chiens. Évidemment, on peut aussi utiliser ces technologies pour des applications plus médicales. Et ici, par exemple, vous avez un exemple de détection du cancer du poumon à partir d'images CT, et donc l'apprentissage profond a eu du succès. C'est encore préliminaire pour l'application en clinique, et comme je le disais précédemment, on attend toujours d'avoir un système qui va nous aiguiller, puis ensuite les professionnels qui pourront valider ces informations pour poser le diagnostic eux-mêmes. Alors, on peut se demander si l'intelligence artificielle est l'avenir en médecine. Donc, on avait le génome humain, séquence finale en 2003. En 2015, donc entre 2012 et 2015, une explosion des techniques en intelligence artificielle. Et on peut se demander si vraiment c'est la suite, un médecin robot qui va nous donner toutes les solutions à nos problèmes de santé.
Mais j'aimerais quand même dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est bon pour étendre des tâches que notre cerveau humain est déjà capable de faire bien. Donc, je pense que vous et moi, on est capable de reconnaître un chat et un chien dans une image très bien. Mais les données biomédicales sont beaucoup plus complexes. Je vous avais parlé du génome humain, donc ici vous voyez les 3 milliards de positions, mais pour chaque gène du génome humain, il va y avoir plein de cellules qui vont les exprimer, qui vont faire que tous ces réseaux-là seront très différents dépendamment des types cellulaires. Donc on ajoute une complexité. Ensuite, on a des facteurs environnementaux et puis on a toutes sortes d'autres facteurs biologiques et biochimiques et biophysiques qui sont impliqués. Notamment, par exemple, on peut prédire très bien une séquence d'une protéine, mais est-ce qu'on peut vraiment comprendre comment elle se replie? C'était un gros problème en biologie. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est une des découvertes phénoménales des dernières années. Donc, l'intelligence artificielle nous a permis récemment, avec AlphaFold 2, de réussir dans cette tâche où nous, avec nos cerveaux, nous ne pouvions pas intégrer toute cette information, mais là, on a des systèmes quelque part supérieurs à ce que l'intelligence humaine pouvait faire. Donc, c'est très encourageant. Par contre, on est encore loin de dire on peut faire ça exactement pour prédire les stratégies de prévention, des diagnostics ou des traitements pour les patients humains, étant donné leur complexité. Donc, je voudrais juste vraiment rapidement aller avec mes derniers mots sur les défis actuels de l'IA. Donc, je voudrais vraiment que tout le monde réalise qu'il faut faire très attention à ce qu'on peut appeler le deep hype. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, et ici, par exemple, vous voyez qu'on avait des headlines que le deep learning reveals the genetic origins of disease. Et en tant que généticienne, ça c'était 2015, malheureusement, on n'a pas encore révélé ce genre de choses. Donc, il faut faire très attention. D'autres points un petit peu plus techniques, c'est est-ce que ces modèles, même s'ils étaient parfaits, sont applicables en pratique? Il y a un problème notoire en intelligence artificielle sur l'interprétabilité, des systèmes très complexes qui, de plus en plus performants, plus ils sont performants, moins ils sont compris. Et donc, il faut vraiment mettre de l'emphase sur le fait d'ouvrir cette boîte noire pour aller comprendre pourquoi l'IA fait certaines décisions et pour gagner la confiance des professionnels de la santé, notamment dans ces technologies-là. Un autre problème, c'est la généralisation. Donc, on entraîne des modèles sur des populations avec les données qu'on a. Mais est-ce que ces modèles-là sont vraiment applicables à l'extérieur, dans une autre population où il y a de l'hétérogénéité plus grande que dans la population dans laquelle ces systèmes sont développés? C'est encore des questions. La réponse actuelle en santé, c'est non, ça ne s'applique pas dans la majorité des cas, et on pourra en discuter. Mais donc, il faut vraiment aussi mettre beaucoup d'attention sur cette idée qu'on veut des systèmes qui vont être utiles pour toute la population et finalement pour le patient. Et finalement, ces deux problèmes-là d'interprétabilité et de généralisation viennent avec aussi des problèmes éthiques qui ont été mentionné par Dr Goulet, qui justement, ne sachant pas en fait comment les IA prennent leurs décisions, on pourrait avoir des biais importants et de la discrimination. Et aussi, on a ces problématiques, comme tout ça se base sur des données massives, de partage de données, de vie privée des patients et de la sécurité de leurs informations. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup Julie Hussin. Alors on a fait un grand tour à la fois en histoire de la médecine et on est presque dans une médecine futuriste quand on parle d'intelligence artificielle et médecine. On va maintenant avoir une quinzaine de minutes tous les quatre pour discuter, pour peut-être entre vous discuter, et après on aura les questions du public. Alors, je vais d'abord commencer par reposer une question à chacun d'entre vous, d'abord avec Denis Goulet. Vous écrivez, vous êtes en train de terminer une histoire de la faculté de médecine de l'Université de Montréal.
Je ne vous demanderai pas en 30 secondes de résumer votre livre, mais peut-être, Denis Goulet, nous donner, on dit, on va apprendre du passé pour l'avenir, nous donner peut-être 2 ou 3 exemples de ce que d'événements, de ce qui s'est passé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et dont il faut encore garder des leçons aujourd'hui. Des exemples bien concrets, Denis Goulet, tirés de votre prochain livre. Un des premiers exemples que je pourrais mentionner, c'est l'ouverture à la recherche biomédicale. Ça, c'est majeur, avec notamment une date marquante, c'est la création de l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale en recrutant Hans Selye, et qui va en fait créer une génération de jeunes chercheurs francophones qui est associée en même temps à la création de l'Institut de recherche clinique de Montréal avec Jacques Genet. Donc, ces deux éléments-là dans l'histoire de la faculté, c'est fondamental. Et ça nous mène justement jusqu'à aujourd'hui avec ces grandes recherches que les 2 présentateurs, les 3 présentateurs viennent de présenter. C'est l'aboutissement, si on veut, de ce noyau qui a été créé à partir des années 1940, qui s'est poursuivi dans les années 50, 60, 70, 80. Un autre élément qui est marquant, c'est la révolution pédagogique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, finalement, il ne s'agissait pas simplement de mémoriser un ensemble de connaissances qui était de plus en plus et qui s'est accéléré jusqu'à aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Donc on a opéré une modification fondamentale, c'est ce qu'on a appelé au début l'apprentissage par problème, la réflexion, c'est-à-dire que l'auto-apprentissage, entre guillemets, des étudiants en médecine, c'était par un suivi avec des moniteurs, etc. Ça a été un élément marquant, je pense, qui a un impact jusqu'à aujourd'hui au niveau de la formation. Et le troisième élément, c'est venu un peu tardivement, mais c'est la création du département de médecine de famille, médecine familiale, pour valoriser, si on veut, la pratique en première ligne. Parce qu'il faut savoir qu'historiquement, vous savez, au début des années 60, ça surprend toujours les gens, mais on avait au Collège des médecins 60% de spécialistes contre 40% de médecins de famille. Il y avait une domination de la médecine spécialisée, dans les hôpitaux notamment, évidemment. Et donc, on a voulu peu à peu inverser un peu la tendance pour offrir des soins de première ligne, même si ça cause encore des problèmes aujourd'hui. Il ne reste pas moins que le département, la création du département de médecine des familles, c'était un élément majeur, si on veut, dans le domaine de la prévention aussi. Parce que, finalement, la médecine de première ligne joue un rôle préventif important. Et aussi le développement, je soulignais, le développement de la recherche en microbiologie, etc., qui s'est accéléré à partir des années 80-90, alors que la faculté aujourd'hui est un fleuron, notamment aussi, je veux souligner, notamment dans les neurosciences. L'Université de Montréal a été, ça aussi, c'est un autre tournant. C'est un 4e point, M. Villedieu, mais il y a un autre tournant, c'est la création des premières recherches par Jean-Pierre Cordeau, Louis Poirier et Herbert Jasper, éventuellement, qui vont, si on veut, poser les bases, si on veut, de grandes recherches en neurosciences qui fait la fierté de la faculté aujourd'hui. Et voilà, en gros, là, les éléments qui me paraissent importants à souligner. Donc, c'est quelques exemples, effectivement, de ce qu'on peut apprendre de toute l'histoire de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Les historiens sont toujours extrêmement importants pour nous raconter d'où on vient, parce que c'est comme ça qu'on sait où on va en général. Annie Rochette, vous avez évoqué le patient partenaire rapidement à la fin de votre présentation. Est-ce qu'effectivement, on dit toujours que le patient partenaire devient quelque chose de un joueur de plus important en médecine, et donc forcément dans la présentation des soins et donc dans la formation. Est-ce que le patient partenaire est quelque chose qui change l'enseignement ou la formation des professionnels de la santé, l'importance du patient partenaire? Ils sont de plus en plus présents, ils sont extrêmement importants. Sont très valorisés aussi par les étudiants. Les étudiants adorent être en contact avec la clientèle, avec les patients partenaires, que ce soit dans les cours ou à travers les stages, ils sont en contact avec la clientèle directement. Mais ça donne, ça permet une acquisition des savoirs qui est beaucoup plus signifiante parce qu'on va associer ce qu'on apprend à un individu. Ça fait appel à des émotions.
Puis donc, au niveau cognitif, c'est vraiment plus facile de retenir l'information, puis d'y faire référence après. Fait que ça devient comme une expérience. Donc, c'est comme si on acquiert de l'expérience en étant en contact plus étroit avec la clientèle. Mais le patient partenaire, c'est aussi, influence aussi la recherche elle-même, puisque, enfin, on l'a vu, la naissance du patient partenaire, en gros, c'est les années SIDA, où les patients disent aux chercheurs, cherchez et trouvez. Il y a un impératif de découverte. Donc, Yves Brun, est-ce que le patient partenaire, bon, vous êtes un peu loin, vous êtes dans la microbiologie, mais est-ce qu'effectivement, cette importance qu'on donne à la personne qui reçoit les soins éventuellement, que ce soit, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous influencerait, vous, comme chercheur fondamentaliste? C'est sûr que je pense qu'il y a deux façons de répondre à cette Oui. question-là. D'une part, c'est non. Vous n'avez Vous êtes... vraiment pas cette réponse-là, mais... Tout à fait, oui, c'est normal. Mais c'est parce qu'il est extrêmement important de suivre sa curiosité pour la curiosité. C'est ce qui a mené à plein de découvertes qui ont eu des applications pratiques. C'est une recette qui marche depuis le début de la recherche scientifique. D'un autre côté, c'est sûr que plus on se rapproche de découvertes qui vont être appliquées directement en médecine, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte. Par exemple, est-ce qu'il faut découvrir d'autres antibiotiques? Bonne question. Ou est-ce que les 3 premiers éléments de la stratégie dont j'ai discuté pourraient être suffisants, c'est-à-dire prévention, meilleure gestion de l'utilisation des antibiotiques et surveillance. Et donc, il faut penser aussi, quand on se rapproche de la recherche plutôt pratique, à ces questions. Donc, oui, quand c'est plus proche du patient, je pense qu'il faut considérer le patient. Mais je reviens à ce que vous faites plus, vous, dans votre laboratoire, où on parle, pour trouver des nouveaux antibiotiques, par exemple, il faut faire aussi de la recherche fondamentale, même si elle n'est pas directement dirigée pour la découverte demain matin d'un antibiotique qu'on va mettre sur le marché. La recherche fondamentale est extrêmement importante, mais on n'a pas l'impression actuellement que les organismes subventionnaires ont tendance à, je dirais pas bouder, mais à favoriser une recherche appliquée qui donne quelque chose tout de suite, alors que la recherche fondamentale, ça va donner quelque chose dans 10, 15 ans, 20 ans ou pas. On a définitivement cette impression, très fortement. Il y a 2 grands courants de pensée. Moi, j'arrive des États-Unis, une longue carrière aux États-Unis, où j'ai participé à des comités d'évaluation de demandes de subventions au National Institutes of Health, et où on se posait la question, est-ce que c'est de la bonne recherche ou non, sans se demander s'il y allait avoir des applications. Alors qu'ici, il semble y avoir beaucoup plus un besoin d'applications immédiates. Ici au Canada, vous dites? Oui. Ici au Canada et au Québec. Et il faut savoir que souvent, les découvertes importantes arrivent tout simplement parce qu'on s'intéresse au fonctionnement de la nature. Par exemple, le fameux ARN messager qu'on utilise pour les vaccins, qui a été découvert en 1961, c'est parce que des gens s'intéressaient à comprendre comment l'information de l'ADN se rend pour déterminer la synthèse des protéines, un peu comme vous l'avez expliqué. Et il y avait un point de question entre les deux. Donc, les gens ont voulu comprendre comment ça marche. Ils avaient aucune idée qu'éventuellement, on pourrait utiliser ces molécules d'ARN messager pour faire des vaccins contre une COVID. Donc, il faut que le chercheur suive sa curiosité. C'est ce qui motive le chercheur, c'est ce qui fait que il va avoir plus de créativité, il va passer plus de temps à pousser sa recherche. Et éventuellement, il va y avoir des applications. C'est juste qu'on n'est pas capable de deviner. C'est comme les investissements. On nous dit qu'il faut investir de façon large et diversifiée. C'est la même chose en recherche. Il y a toutes sortes de questions. Éventuellement, il y en a qui vont servir. On ne peut pas deviner laquelle. C'est pour ça qu'il faut... Mais quand vous travaillez sur l'antibiorésistance, c'est vraiment très, très, très appliqué. C'est immédiat. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Là, on est vraiment à la fois du fondamental et de l'appliquer en même temps. Oui, il y a les deux, c'est sûr. Oui. Parce que l'un et l'autre c'est ça, il y a un va-et-vient et c'est très utile parce qu'ils s'enrichissent l'un l'autre. Et
et oui, c'est sûr qu'éventuellement, comme être humain, comme société, on veut que la recherche mène à quelque chose, mais elle mène toujours à quelque chose. C'est juste qu'on ne peut pas deviner laquelle, à quel moment. Mais on augmente la connaissance qui nous permet de mieux appréhender les problèmes. Julie Hussin, vous avez évoqué la médecine personnalisée, mais aussi la médecine de précision. Est-ce que l'intelligence artificielle est quand même déjà rendue, je dirais pas au chevet du patient, mais presque? Est-ce qu'il y a déjà effectivement des applications concrètes dans la vie d'aujourd'hui de l'intelligence artificielle en médecine? Mais donc j'en ai mentionné quelques-unes avec l'imagerie par exemple, et puis bon, les robots. Quand on parle de médecine de précision, donc, et puis si on va aussi même plus dans mon domaine d'expertise qui est plutôt médecine de précision avec données moléculaires, on est encore un peu loin du patient à son chevet. On ne comprend pas encore l'entièreté de comment justement toutes les molécules à plusieurs niveaux. Donc on a l'ADN, l'ARN, les protéines, puis on a les métabolites, le microbiome, toutes ces dimensions-là, l'environnement, le style de vie des gens. Donc toutes ces données-là, on ne comprend pas encore l'intégration de tout ça et comment vraiment ça va impacter la santé des individus donc depuis leur naissance, mais alors encore moins à la fin de leur vie ou plus tard dans la vie. Donc on en est loin, mais encore une fois, je rejoins le point ici sur la recherche fondamentale. Une des choses que l'intelligence artificielle nous permet de faire, et là dans la présentation, j'ai plus été sur des tâches de prédiction supervisée où on connaîtrait notre cible, mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle et les méthodes d'apprentissage pour justement regarder de la structure dans les données, de voir des patrons, de faire ressortir des patrons dans les données, d'éliminer le bruit qui est plus dû au hasard, et puis d'arriver au signal qui est vraiment biologique, et là, de commencer à voir des structures qu'on ne voyait pas avant ou qu'on ne connaissait pas. Et c'est là où je pense que je suis d'accord avec le point sur la curiosité, c'est-à-dire on voit de la structure, bon, des fois elle est aléatoire, mais des fois elle est vraiment présente et réplicable à travers plusieurs jeux de données à plusieurs niveaux. Et là, c'est des questions scientifiques qui ressortent. Qu'est-ce qui cause ces structures-là? Et si je commence à voir qu'il y a des corrélations avec l'état de mes patients, on peut en apprendre des choses très intéressantes. Donc, on n'en est pas là, mais je pense qu'on est sur cette voie et qu'on doit explorer. Oui, il reste que certains problèmes de santé sont d'une infinie complexité. Parlons, par exemple, de santé mentale. Exactement. L'intelligence artificielle, devant ça, oui, pour l'instant, c'est très compliqué à même appréhender, en fait. Mais bon, on a mentionné les neurosciences et en combinaison avec peut-être des techniques plus proches des molécules qui vont jusqu'à l'aspect plus sociétal, social des maladies mentales. Enfin, donc, c'est extrêmement complexe. Mais je pense qu'en fragmentant un peu les problèmes et les questions de recherche, on peut faire des avancées à plusieurs niveaux, sur plusieurs fronts, et éventuellement penser qu'on aurait des solutions. Il faut aussi, je pense, identifier les problèmes qu'on veut essayer de résoudre avec l'intelligence artificielle. Tout ne pourra pas être résolu, et en fait, est-ce que ça vaudrait vraiment la peine, un bébé qui naît, de dire est-ce qu'il va avoir une maladie psychiatrique plus tard dans sa vie? Enfin, c'est là où aussi l'intelligence artificielle et son application en santé, c'est peut-être pas la méthode, c'est peut-être pas de dire on veut tout connaître ou on veut tout prédire ou on veut tout diagnostiquer, mais plutôt dire quels sont les problèmes d'importance aujourd'hui, comme la résistance aux antibiotiques c'en est un, et comment on peut aller sur plusieurs fronts l'adresser. C'est ça, l'intelligence artificielle peut ou pourra beaucoup, mais pas nécessairement tout. Et je pense que ça aussi... Et c'est peut-être pas souhaitable. Vous avez parlé du hype de l'intelligence artificielle. Comme toujours, il y a des modes quand ça arrive. On évoque toutes les données de la recherche qui sont gigantesques aujourd'hui. Quand on parle d'enseignement, de formation de professionnels et de formation continue probablement,
Comment est-ce qu'un jeune qui étudie dans une discipline de la santé peut se débrouiller dans l'avalanche de nouvelles informations? Souvent, on fait une recherche, puis ce qui est plus vieux qu'un an, on trouve que ça n'a pas de valeur. C'est pas toujours vrai, mais c'est souvent ça. Comment est-ce que vous avez dit que l'intelligence artificielle pourrait être une aide à ça, à ce problème? Je connais peut-être pas suffisamment, vous me corrigerez, mais de ce que j'en comprends, c'est que c'est des outils qui pourraient être utiles à un moment donné pour aller recenser d'une façon plus efficace, plutôt qu'on le fasse nous manuellement, individuellement. La science nous aide aussi parce que de plus en plus, il y a beaucoup de recensions. Dans les dernières années, les types de recensions, il y a les méta-analyses qui sortent. Fait que les étudiants aussi apprennent à discerner le type de lecture qu'ils vont faire au niveau des sciences. Sans faire de la pub, le site web sur lequel que je suis responsable, c'est un peu son but, c'est de recenser dans un seul endroit l'ensemble des évidences scientifiques les plus récentes sur un sujet donné. Sur un sujet bien précis. Bien précis. Oui, dans mon cas, c'est la réadaptation de l'accident vasculaire cérébral, mais dans un sujet très précis, on retrouve les informations essentielles dans différents langages vulgarisés aussi pour la clientèle, pour qu'eux soient plus autodéterminés, qu'ils prennent connaissance. Parce qu'on veut aussi, c'est que les patients aillent voir les évidences comme ils font quand ils vont voir Google, est-ce que j'ai tel symptôme ou autre, et que c'est peut-être pas toujours utile, mais ce qu'on veut, c'est qu'eux aient les connaissances pour après aller voir le clinicien, le professionnel de la santé, demander, ils sont de plus en plus exigeants aussi, et là, le professionnel de la santé, lui, peut faire le pont dans tout ça, puis aller voir est-ce que c'est applicable ou pas. Alors, le temps tourne à toute vitesse. On devait passer à peu près à ce moment-ci aux questions du public. Je ne vois pas de questions. Oui, il y a une main qui se lève. Il y a aussi Denis Goulet qui veut intervenir. Il y a deux mains. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer tout de suite aux questions du public. D'accord? Et je vous donnerai à la fin chacun, Denis Goulet et vous trois, ici en salle, 2 minutes pour votre mot de la fin, le message que vous voulez vraiment laisser après cette rencontre-là, parce qu'on est serré dans le temps. Alors, on va d'abord passer aux questions du public. Madame, vous approchez d'un microphone, s'il vous plaît. Il y en a un. Oui. Vous vous présentez, vous donnez votre nom et votre affiliation, ou ce que vous faites, et vous posez votre question. Allez-y, madame. Deux choses. Je pense Oui. que M. Genet voulait intervenir. Il levait sa main. Oui, Non, mais ça va? on va le Ok, faire. ma On va question. le faire à la fin. Votre nom, vous présentez. Hélène Véronneau, biologiste par formation, mais en développement maintenant à l'Université de Montréal. Merci premièrement à tous. C'était vraiment des excellentes présentations de vulgarisation. J'ai beaucoup appris. J'ai une question pour professeur Genet. J'y vais juste par curiosité, mais j'ai compris qu'il fallait embrasser notre curiosité et aller au bout. Pour Denis Goulet, vous voulez dire? Oui, Goulet, excusez-moi. Oui, d'accord, oui, allez-y. J'ai capté au début de votre présentation que la façon dont on pratiquait la médecine au Québec avait été influencée par la France, bien sûr, au début. Je me demandais, à travers les années, est-ce qu'on a vécu d'autres influences provenant de d'autres cultures? Est-ce que ça a été modulé, notre pratique, en fonction des influences autres que celles de la France? Denis Goulet, une réponse rapide? Oui, une réponse rapide. Jusqu'aux années 1940, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'influence française était dominante en médecine, au niveau de la clinique, au niveau de la bactériologie, etc. Suite à la coupure liée à la Deuxième Guerre mondiale, les jeunes diplômés en médecine se sont orientés vers les États-Unis. Ils ont obtenu des bourses de recherche et ils sont allés à Harvard, Johns Hopkins, un peu partout. Et là, il y a eu vraiment une influence de la médecine américaine qui était importante. Mais au niveau de l'organisation du système de santé, il y a quand même eu des influences des pays scandinaves qui sont apparus plus tard, dans les années 70, avec notamment le modèle d'assurance maladie, etc. Donc, il y a eu des déplacements au niveau des modèles, mais 2 grands modèles au niveau de la pratique médicale elle-même, c'est le modèle français jusqu'aux années 40 et le modèle américain à partir des années 40 jusqu'à, je dirais, récemment. Mais il y a eu une reprise des relations avec la France au niveau de la médecine spécialisée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une deuxième question? La deuxième question est... allez-y, vous présentez... Moi, c'est Ludmila Rozmire, je suis conseillère en développement philanthropique. J'ai une question pour Mme Rochette en lien avec la médecine narrative.
Vous savez, on parle énormément de développement des compétences, on parle de savoir-être et savoir-faire. Est-ce que ce n'est pas nécessaire au Québec, à la faculté de médecine, d'introduire le cours de médecine narrative? Ça veut dire apprendre aux médecins, aux professionnels de la santé, le savoir-être à partir des expériences qui sont vécues par les patients. Merci beaucoup. Je ne connais pas ce cours-là, si c'est un cours qui existe en soi quand vous parlez de médecine narrative, mais en fait, je ne sais pas si je peux vous rassurer, mais les savoir-être font partie de l'enseignement dans la majorité des facultés déjà, dans la faculté de médecine, mais dans la majorité des départements. On a un souci d'offrir de la rétroaction sur les savoir-être. On est de plus en plus conscient du déterminant qu'ils ont dans le développement professionnel continu à long terme, justement, qui sont vraiment l'important. En fait, si on a quelqu'un de curieux, de rigoureux, qui fait preuve de discernement, qui a toutes ces qualités-là et qui se développent, ce sont des qualités qui s'acquièrent. Donc, ça, on insiste toujours auprès des étudiants. Vous pouvez être très timide, mais proactif avec une couleur timide, si vous voulez, mais vous devez quand même prendre la parole en équipe interdisciplinaire, même avec timidité, puis celui qui est très excentrique, on va lui dire « prends la parole de façon un peu plus contenue, si possible ». Il y a cet équilibre-là à aller chercher. Oui, on a probablement dans l'évolution à mettre encore davantage l'accent sur les savoir-être du fait qu'on sait qu'ils sont très déterminants et à long terme aussi dans la pratique. Alors, merci beaucoup. Et c'est comme on dit à Radio-Canada, c'est malheureusement tout le temps dont on dispose. On est vraiment à la fin de notre présentation. On aurait pu continuer pendant de nombreuses minutes, tellement il y a de matière à raconter. Denis Goulet, je vous donnais la parole tout à l'heure. En terminant justement, à tous les quatre, je vais vous demander votre petit mot de la fin et je vais commencer par ordre, en ordre inverse. Donc, demander d'abord à Julie Hussin, donc, qui est professeure agrégée au département de médecine de l'Université de Montréal et affiliée à l'Institut de cardiologie. Votre message, votre mot de conclusion, 1 minute, 1 minute 15. Oui, donc peut-être que le thème que je voudrais donner pour finaliser, c'est cette interdisciplinarité qui va être nécessaire en fait en allant de l'avant. Donc, avec l'intelligence artificielle en médecine, on a tout un panel déjà donc biologie, mathématiques, informatique, ainsi de suite. Et je pense que pour l'enseignement aussi, en fait, il faut vraiment aller de l'avant pour donner confiance aux futurs médecins qui peuvent apprendre ces choses-là, de domaines très vastes et divers. Et pour que justement ils puissent en fait appréhender toute cette nouveauté qu'il va y avoir technologique et intellectuelle dans les prochaines années pour intégrer tout ça à la médecine de demain. Donc. Merci beaucoup Julie Hussin. Yves Brun, donc au professeur chercheur au département de microbiologie, infectiologie, immunologie de l'Université de Montréal. Votre petit mot de conclusion? Mon mot de la fin, c'est curiosité. Au début de la pandémie, COVID, on a très rapidement pu connaître la structure du virus SARS-CoV-2 par microscopie électronique. C'est des méthodes qui ont été développées par des gens commençant dans les années 1940 qui étaient curieux de pouvoir faire des images de choses de plus en plus petites. C'était aussi des gens qui étaient des patenteux, qui aimaient rendre les instruments plus performants. Un peu plus tard, on a utilisé la fameuse PCR pour détecter la COVID. La PCR a été rendue possible grâce à une protéine thermosensible qui a été découverte par quelqu'un qui était curieux de savoir comment les bactéries pouvaient vivre dans les sources chaudes de Yellowstone. Et qui a eu un Nobel d'ailleurs pour la PCR, je pense. Ouais, c'est ça. Et donner l'exemple aussi de l'ARN messager qui a été découvert encore par curiosité. Toutes des choses qui ont eu des applications extrêmement pratiques et qui, à l'époque où elles ont été soit découvertes ou développées, l'ont été faites par des gens qui étaient juste curieux et qui n'avaient aucune idée à quoi ça allait servir plus tard. C'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, le message... Continuons la recherche fondamentale, recherche dirigée par la curiosité seulement. Annie Rochette, donc ergothérapeute, professeure titulaire à l'école de réadaptation de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Votre message, votre mot de conclusion? Ce que je peux dire, c'est qu'on forme des professionnels de la santé compétents, mais qui continuent de développer leur niveau de compétences dans le temps,
Aujourd'hui, on a peut-être mis l'accent davantage sur l'individu comme un apprenant qui acquiert des connaissances et puis qui apprend à les utiliser dans différents contextes, à mobiliser ces connaissances-là. Je pense que dans l'avenir, ce qui s'en vient et ce qui est en fait en train de se mettre en place dans plusieurs endroits, il y a beaucoup de nos CIS et CIUS qui misent là-dessus, c'est les organisations de santé apprenantes. Donc, ils veulent devenir, c'est comme si nos systèmes veulent soutenir davantage aussi le développement des connaissances en pratique à long terme. Alors ça, c'est extrêmement encourageant. Puis si j'avais une vision avec ce qu'on comprend maintenant de l'approche par compétence, mais peut-être que ces organisations de santé apprenantes-là vont devenir des organisations compétentes. On verra. Merci beaucoup. Et pour terminer, le dernier mot des mots de la fin, ceux de Denis Goulet, donc spécialiste en histoire de la médecine, et qui va dans quelques minutes se remettre à son manuscrit sur l'histoire de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Denis Goulet, vos mots de conclusion? Alors, rapidement, je dirais qu'un des éléments importants, d'ailleurs, je reviens à votre question de l'histoire de la faculté de médecine, c'est d'avoir intégré des professions de la santé telles que l'ergothérapie, etc. Ça, c'est majeur. Un autre élément, et là, je réfère au docteur Brun, c'est il y a une espèce de tradition au Québec sur les valeurs utilitaristes de la recherche. Ça a été un blocage pendant des années. Très souvent, même lorsqu'on a commencé à proposer des recherches en bactériologie, souvent on disait à quoi ça va servir, dans quelle mesure ça va avoir des applications cliniques, etc. Et lorsqu'on a voulu développer la médecine expérimentale, on dit ça n'aide pas les cliniciens, ça ne sert à rien. Donc il y a toujours eu une espèce de blocage. Je ne dirais pas jusqu'à aujourd'hui, j'en sais rien, mais traditionnellement, c'est vrai. Et je voudrais terminer en disant, par rapport aux présentations de mes trois collègues, que dans le fond, c'est un bel arrimage que les trois collègues font entre ce que j'appelle l'art de soigner et de prévenir et la science de guérir. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est l'arrimage entre les deux qui va faire en sorte qu'une médecine humaniste va se développer à partir de recherches scientifiques très pointues, biomédicales très pointues, mais aussi à partir, si on veut, d'une façon, si on veut, d'appréhender la maladie, de soigner les patients. Donc, cet arrimage entre l'art de soigner et la science de guérir m'apparaît la voie de l'avenir, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Denis Goulet. Merci beaucoup à tous les trois pour cette heure et demie très remplie que nous venons de passer. Je vous remercie infiniment tous. Et apparaîtra à l'écran, je crois, dans quelques secondes, voilà, les autres activités des grandes retrouvailles de l'université, de la faculté de médecine. On les voit passer à l'écran. Merci à tous et au revoir.